Bonsoir tout le monde. Coucou YouTube, coucou Twitch, c'est Capet exceptionnellement, émission Masterclass où je suis tout seul. Un petit peu KO, mais vous inquiétez pas, le programme va être pas mal, j'ai trouvé des trucs très intéressants. On refera une émission dans la semaine avec CryptoPixel, lui aussi il est KO donc il se repose, il n'y a pas de souci. De toute façon, on devrait avoir des nouvelles de l'ETF Bitcoin aux alentours de mercredi, donc je pense que ce sera l'occasion de se faire une émission exprès. Avec Dallas dans le chat qui va me parler de mon casque comme à chaque émission. Pourquoi j'utilise ce casque? Tout simplement parce que je suis trop bien avec. L'insonorisation est exceptionnelle. Je déteste avoir de la pollution sonore autour de moi. C'est insupportable. Donc au programme aujourd'hui pour l'émission, on va revenir sur l'actualité de la semaine. Entre autres, on va parler des nouveaux airdrops. Mais on va aussi faire de l'analyse fondamentale parce que j'ai trouvé des trucs très intéressants. Et puis on ira... gratter quelques trucs à gauche à droite, donc ça va être un format plutôt fonda qu'on va faire ensemble. Donc je vous propose déjà pour commencer d'attaquer directement par l'actualité, torcher cette actualité vite et bien. Alors justement ce que je vous disais juste avant, l'ETF Bitcoin, l'approbation pourrait être faite ce mercredi. Voilà, comment vont réagir les marchés vis-à-vis de cet ETF, en sachant que l'information elle est déjà pricée je pense. Franchement, ça peut monter, ça peut baisser. Moi, je vais pas vous donner un avis. Contrairement à certains qui pensent que c'est forcément bullish, je n'en suis pas convaincu sur du très court terme que ce soit forcément bullish. Donc, attendez-vous à avoir de la volatilité, pas forcément à la hausse. Ça peut être à la hausse comme à la baisse. Voilà ce que j'en pense. D'ailleurs, j'en ai profité dans le Coin Hebdo que je vous laisse en description pour vous remettre la liste des demandes d'ETF Spot qui sont en cours. Liste qui a été faite par CryptoPixel. Pour je ne sais quelle raison, mon tableau il est tout bizarre là. C'est bizarre qu'il s'affiche comme ça. Mais bref, voilà, donc pas mal de TF qui vont se créer. Ça va permettre d'avoir des nouveaux types d'investisseurs pour s'exposer sur le Bitcoin. Donc ça va faire une plutôt bonne presse. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va revenir sur ces fameux airdrops. Alors j'en parlais déjà de Dimension sur l'émission précédente. Mais Dimension, c'est un nouveau projet... on va dire spécialisé pour les AppChain. Moi, je le mets un petit peu dans la même catégorie que Celestia. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que Celestia, c'est un projet qui sert uniquement de socle pour y mettre des roll-ups par-dessus. Dimension, c'est une solution tout en un, justement, pour émettre des roll-ups, ce qu'ils appellent des roll-ups, justement. Donc, c'est très similaire à, justement, des roll-ups ou des subnets chez Avalanche ou des parachains sur Polkadot, des chaînes souveraines sur Cosmos, etc. Là, l'idée, c'est de vous mettre à disposition une boîte à outils pour émettre une roll-up avec son set de validateurs on the go. Et d'ailleurs, il y a un prochain concurrent qui va apparaître de Dimension, je pense, qui s'appelle Initia. On en a parlé dans une émission, mais je vais en parler plus précisément pour les autres. Donc Initia qui n'a pas de jetons, qui n'a pas parlé d'airdrop. Moi, je pense qu'il va y avoir un airdrop. Si airdrop il y a, la logique veut que ce sera très probablement pour des utilisateurs d'Ethereum, de l'écosystème Cosmos, de l'écosystème Solana, de l'écosystème Sui aussi peut-être, étant donné qu'on nous parle de MoveVM. Donc, affaire à suivre. Moi, je pense qu'il est très intelligent d'avoir sur un wallet de staker au moins 10 Osmosis, au moins un Atom, peut-être 5, au moins un Celestia, ou peut-être 5. Parce que ça vous permet justement de profiter de tout ça et de choper du jeton gratuit. Donc on va voir justement avec Dimension. Je reviens juste sur cette histoire d'Initia. Initia, c'est quasiment la même chose que Dimension. Pour le moment, on a peu d'informations, mais quand on regarde un petit peu de plus près, on nous parle d'un block time d'une demi-seconde, de compatibilité avec IBC, donc on imagine que c'est basé sur Tendermint aussi. On voit un Omnichain Message Module, donc là c'est la même chose que pour Dimension, c'est-à-dire un protocole exprès pour que quand vous créez des roll-ups, ça puisse, ces roll-ups puissent s'échanger la donnée entre eux. Ils mettent bien en évidence le fait qu'il y aura plusieurs VM de supporter. Ici en l'occurrence d'ailleurs on voit pas Solana. Les logos c'est quoi? Ça c'est Wasm, ça c'est Ethereum. Et ça, c'est Move, c'est le langage de Sui, Aptos, 0L Network et compagnie. Voilà. Donc, Initia nous annonce aussi du 10 000 transactions secondes. Donc, on s'attend à ce que ce soit tout simplement un Dimension bis basé sur Cosmos avec quelques trucs différents. Voilà. Je crois même qu'Initia a été critiqué directement par Dimension parce qu'ils copieraient leur travail. Donc pour le moment pas de jetons, donc airdrop possible selon moi, la logique veut ça. Tu aurais un tuto pour débutants pour acheter des cryptos, pour les stacks, je ne sais où. Tu peux regarder les vidéos de Cryptomage et puis après tu as pour les tutos airdrop, tu tapes Coin Academy airdrop, tu as la liste des airdrops ici. C'est pour quand Initia, on ne sait pas. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Ça peut être dans très longtemps comme dans pas longtemps du tout. Sinon, moi, je suis pas du tout équipé pour les airdrops Cosmos. Justement, là, je suis en train de me dire il va falloir que je mette des miettes de wallet quelque part pour être équipé parce qu'il y a des sous à faire en fait.
Et puis j'imagine qu'il va y avoir des projets d'autres écosystèmes aussi qui vont vouloir surfer sur ces airdrops. Donc voilà. Bref, comment être éligible à cet airdrop Dimension? Alors déjà, vous pouvez tester tout de suite votre éligibilité. Vous avez le lien ici, je vous le mets dans le chat. Vous l'aurez dans le lien du CoinApeDog, je vous mets en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Donc c'était soit vous aviez placé un atome en staking. Donc un atome, on parle de 10 $. Hein. Franchement, accessible. 10 osmosis, pareil, on parle d'une vingtaine de dollars. Alors, à savoir qu'il ne fallait pas compléter toutes ces conditions. Il fallait au moins une de ces conditions pour avoir des jetons. Mais si vous complétez plusieurs conditions, vous avez forcément plus de jetons. Avoir placé au moins un TIA en staking, donc là pareil on parle de 10 balles. Avoir fait des manipulations sur les différents roll-ups cités, donc Arbitrum, Optimism, Base et Blast qui n'est pas encore sorti. Avoir utilisé le bridge wormhole ou la marketplace de NFT Tensor, ou sinon posséder des NFT des collections différentes, donc Pudgy Penguins, Mad Lads, Tensorian et Bad Kids qui est une collection sur Cosmos. Donc pas mal d'airdrops. Aussi, je sais plus si c'est sur Aevo ou Hyperliquid, on va aller vérifier ça tout de suite, mais il est déjà possible en pré-market. Voilà, il est sur Aevo, il est déjà possible en pré-market de spéculer sur le prix futur du Dimension, en sachant que le jeton n'est pas encore sorti. Donc pour le moment, le jeton est estimé par le marché aux alentours de 4,2 $. Ça veut dire que si vous avez gagné 50 dimensions, et ben ça fait 200 $. C'est toujours ça de prix. Ceux qui ont ramassé des 1000 dimensions en complétant plusieurs missions, et bien GG à vous, vous avez potentiellement gagné des milliers de dollars. Est-ce qu'il faut hold à ce prix-là? J'en sais rien. Moi, je pense que dans tous les cas, tant que le marché va bien se porter, c'est-à-dire que Bitcoin fout pas tout en l'air, je pense que Celestia a encore de l'upside et je pense que ses concurrents type Dimension, Initia et compagnie aussi. Faites les testnets si vous aviez loupé le premier airdrop de Dimension. Exact, vous pouvez aussi vous amuser à faire les testnets manipulés. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on en parlera juste après, mais il y a le testnet de Kakarot Ziki EVM qui va bientôt sortir, qui sera un layer 2 EVM compatible sur la stack technique de Starknet. Et si testnet il y a, je m'attends personnellement à ce qu'il y ait un airdrop aussi, donc voilà. La source ne vient pas d'Abdel, c'est moi qui le dis, mais je pense que ça va arriver et profitez-en. Donc, on continue. Donc, toujours dans les airdrops, on a pas mal d'airdrops qui sont sur l'écosystème Cosmos en ce moment. Du coup, si vous les avez ratés, pensez à les claim. Vous avez l'airdrop Namada, Dimension qu'on a eu juste avant, Pit. On a aussi Noise, Passage. Alors, Passage, pour le coup, il fallait holder des NFT Passage, donc m'étonnerait que vous les ayez. Il y a Flix et STRD que je ne connais pas par contre. Bref, je vous laisse le lien là aussi dans le chat pour que vous puissiez regarder. Et il y a également l'airdrop de Saga. Donc Saga, pareil, on est toujours dans cette AppChain Thesis plus ou moins. Ça va être là aussi un espèce de layer 0. Oui, je pense qu'on peut appeler ça layer 0. Où vous allez pouvoir lancer plusieurs chaînes, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, il est question d'avoir un écosystème de blockchain qui fonctionne en parallèle. Je dis peut-être une bêtise. C'est peut-être pas... En fait, j'ai un doute. J'ai pas creusé encore suffisamment Saga. Je sais que c'est très attendu. Mais j'ai un doute si c'est le fait qu'on puisse lancer des chaînes à la volée ou si c'est justement le protocole lui-même qui est pas capable de déplier des chaînes à la volée. STRD, c'est Stride. Ok, oui, je connais effectivement. J'étais pas sûr, excuse-moi. Voilà, donc Saga, pareil pour les gens qui stakeaient au moins du Atom. Donc là, en l'occurrence, si vous aviez plus de 25 atomes de staké, vous avez encore plus à manger. Et si vous avez beaucoup plus de 25 atomes de staké, eh bien, vous avez potentiellement encore plus à manger. En gros, mais là, en l'occurrence, c'est visiblement que pour les stakers d'Atom. Ah non, on a aussi Celestia, pardon. Stake amount, donc au moins 23, Celestia. Je ne crois pas qu'on puisse claim l'airdrop Saga. Le lien sera disponible bientôt. Là, pour le moment, on n'a que les conditions. Donc, on sait qu'il y a aussi pour les gens qui font du staking de Matic ou de Avax, pour le coup. Donc, ils visent beaucoup d'utilisateurs de Layer 1 concurrents, parce qu'ils vont se placer en concurrent direct de tous ces Layer 1. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas de lien. Ce que je veux dire par là, c'est ne courez pas après un lien, parce que si vous voyez un lien pour claim l'airdrop tout de suite sur Saga, ce sera une arnaque et vous allez vous faire voler votre argent. Donc, vous faites pas baiser. Je vous le dis, n'allez pas FOMO un lien à la con, perdez pas votre argent s'il vous plaît. Staking Matic inclut Lido Staking, je pense pas. Je pense pas. À mon avis, ça va être à Lido de faire une communication dans ce sens-là. Voilà, donc on a fini pour les airdrops, on a du Saga, on a plein d'airdrops de l'écosystème Cosmos. Il y a aussi Cryptomage qui a fait un document récent. Donc beaucoup d'airdrops en ce moment. Ensuite, Binance intensifie la surveillance de 10 crypto-monnaies. Donc là, en l'occurrence, la communication, je la trouve un petit peu bizarre. En gros, il nous explique que à cause de la volatilité et des risques accrus,
tous les coins qui sont listés ici, c'est-à-dire Monero, Zcash, mais aussi Ant, Firo, Keper, je connais pas. Il y en a les 3 quarts que je connais pas. Il y a Horizon que je connais par contre parce que c'est une crypto anonyme. Bref, tout ça est sous surveillance. Ça veut dire que ça risque d'être délisté. Mais ils nous disent pas, ouais, ça va être délisté parce que c'est des crypto-monnaies anonymes. Non, ils nous disent ça va être délisté à cause de la volatilité et des risques. C'est un petit peu yeux blancs. Hein. À mon avis, les crypto anonymes, ça va dégager parce qu'ils veulent pas de problème, tout simplement. Un peu dommage. Vous connaissez mon avis là-dessus, mais bon. Je peux comprendre aussi, ils ont envie d'exister. Ils ont cependant retiré JMX et Sushi de leur liste. Ensuite, on a Digital Currency Group qui rembourse plus de 700 millions de dettes à Genesis. Alors Genesis, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est une boîte qui est partie en liquidation judiciaire. Pas judiciaire, n'importe quoi. Qui est partie en liquidation, tout court. Pendant ces histoires de crash Terra Luna, crash Suero Capital, etc. Il a subi les dommages collatéraux. C'était un acteur central de l'écosystème parce qu'il bossait avec des gros acteurs. Pour en citer quelques-uns, on a Gemini, l'exchange américain. On a aussi en France CoinHouse qui bossait avec eux justement. Donc ça veut dire que si Digital Currency Group rembourse Genesis, Genesis va pouvoir à son tour rembourser d'autres acteurs. Et ces autres acteurs vont pouvoir rembourser leurs clients. Je pense notamment à Gemini qui proposait un programme qui s'appelait Gemini Earn. Et souvent ça se passait comme ça en fait. Genesis prêtait de l'argent à toutes ces entreprises. Et ces entreprises pouvaient proposer des programmes à leurs utilisateurs pour toucher un rendement annuel qui était de l'ordre de 5%, je crois, pour Gemini Earn, je ne veux pas dire de bêtises. Donc tous les gens qui ont placé de l'argent dans Gemini Earn ont vu leur argent bloqué. Et là, du coup, la situation va se débloquer, tout simplement. Alors, c'est pas déjà listé en France, le Monero sur Binance, c'est très possible aussi. Mais pas partout, du coup. Un avis sur la faible capitalisation du Gelato. Je sais pas si on peut dire faible capitalisation. C'est ce qu'on appelle un outil qui permet d'émettre des roll-up, du roll-up as a service. Donc, je sais pas si on peut parler de faible capitalisation. Ça, c'est à toi de voir en tant qu'investisseur. J'ai pas d'avis particulier. Il y a beaucoup de projets sur ce créneau-là. Toujours dans les remboursements, c'est Celsius cette fois qui va rembourser ses créanciers progressivement. Donc là, vu que le marché il a repris des forces, ils vont unstake des Ethers. Ils vont les vendre. On parle de plus de 200 000 Ethers et ça va leur permettre d'avoir quasiment un demi-milliard de dollars pour rembourser les créanciers. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle là aussi parce que si remboursement il y a, ça recrée de la confiance sur le marché. Ça fait que tu as des utilisateurs qui vont pouvoir replacer leurs billets sur le marché. Donc ça aussi plutôt bullish à mon sens. Pour terminer, on a Goldman Sachs qui souhaite participer à la création et au rachat d'actions ETF Bitcoin Spot. Donc, ce que souhaite Goldman Sachs, c'est être un intermédiaire justement pour faire partie de l'aventure des ETF Bitcoin. Donc voilà, même si les banques nous disent j'aime pas Bitcoin et compagnie, tout le monde est dans le game, tout le monde veut faire des sous. Donc là aussi, plutôt bonne nouvelle pour le marché. Et pour ce qui est des actualités en bref, je voudrais juste revenir sur 2-3 trucs. Excusez-moi, voilà. Alors, on a Coinbase qui envisage d'étendre ses produits dérivés dans l'Union Européenne. Ça veut dire qu'on aurait là aussi du trading avec effet de levier, entre autres, proposé par Coinbase dans l'Union Européenne. Donc ça serait plutôt pas mal. On a Logan Paul, le fameux YouTuber que je déteste. Voilà, c'est gratuit, je le trouve absolument exécrable. Il avait lancé un projet de play to earn avec différents développeurs. Le projet s'appelait Cryptozo. Et justement, au début du projet, il proposait à des investisseurs d'acheter des NFT en vue d'utiliser ces NFT pour le play to earn qui sortirait ensuite. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti les NFT, ils ont pris le magot, mais le jeu n'est jamais sorti. Donc après, il s'est fait chier dessus, normal, parce que je crois qu'on parle de plus de 2 millions de dollars. Hein. T'as un gros YouTuber qui s'appelle CoffeeZilla, que je vous invite à regarder aussi si vous aimez bien vous divertir, qui lui est tombé dessus pour faire une enquête justement pour expliquer l'arnaque. Donc il a essayé d'étouffer l'affaire, c'est pas passé et il continue de lui coller au cul d'ailleurs. Et au final, il va y avoir un remboursement. Non, la page de claim n'est pas encore disponible, Cryptic qui me demande dans le chat. Donc au final, il va y avoir un remboursement et là, notre ami Logan Paul est en train de se laver les mains en disant « Ouais, mais c'est pas moi, c'est les développeurs qui n'ont pas développé le jeu. Moi, je voulais pas vous arnaquer. Ouin, ouin, ouin. » Bref, exécrable. Pour terminer, on a un utilisateur qui aurait envoyé sur la première adresse de l'histoire de Bitcoin, 26 Bitcoin, donc c'est une adresse qui appartient à Satoshi Nakamoto, se pose la question suivante, parce que 26 Bitcoin, ça fait plus d'1 million de dollars, on parle d'1,17 million de dollars, ces wallets-là n'ont jamais bougé les fonds, on part du principe que Satoshi Nakamoto ne va pas les bouger, donc c'est une perte sèche d'1 million de dollars. Voilà. On ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça, ça n'a, à mon sens, pas de sens. C'est une perte d'argent, je ne comprends pas pourquoi ça a été fait, à la limite,
quelqu'un aurait envoyé des poussières de Bitcoin, j'aurais pu vous donner une explication technique. Il faut savoir que ça peut potentiellement permettre de récupérer des informations sur le wallet qui reçoit. Potentiellement, créer des petites failles pour ensuite aller à bas niveau dans la cryptographie pour essayer de pirater les wallets de Satoshi. Mais là, en l'occurrence, envoyer 26 bitcoins, ça n'a pas de sens. C'est pour réduire l'offre, ouais. C'est sympa de sa part. Donc voilà pour les petites actualités. Ensuite, petite actualité de ma chaîne, hein, je me permets... je vous ai sorti l'interview que j'ai fait avec Abdel et l'équipe de Kakarot ZK EVM. On a parlé de pas mal de choses. Tout est listé comme à chaque fois dans la description. Vous avez le timestamp. Spoiler, donc on parle des nouveautés d'Ethereum, à savoir le proto-dank sharding, mais aussi les nouveautés liées à le count abstraction et les nouveaux types de comptes qui vont être créés. Des nouveautés de Starknet, où on apprend d'ailleurs que Starknet sera un gas token, c'est-à-dire que les utilisateurs du rollup Starknet pourront payer soit en Ether, soit en jeton Stark quand il sortira pour payer les frais de gaz. On apprend qu'il y aura un testnet pour Kakarot ZK EVM et on apprend pas mal d'autres choses. Je ne vais pas non plus tout spoil, mais c'était très intéressant, très sympa. Prochainement, il y aura une vidéo avec Victor Crypto. On analyse 25 altcoins. 25. Dans un format d'1 heure. Voilà. Donc, je vous laisse le lien de ma chaîne dans la description. Pour ceux qui m'écouteront sur YouTube. Et je vous laisse dans le chat également. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, alors toujours dans les airdrops, j'en avais pas parlé. Il y a aussi Peak Network qui est très attendu, qui propose un airdrop. Alors, Peak Network, on est dans la narrative Deepin. Vous savez, infrastructure décentralisée, etc. Ils ont déjà lancé, je crois, un réseau de Canaries qui s'appelle Crest. Rediff avec l'infray semaine prochaine. Crest est déjà dispo. Est déjà pas mal capitalisé d'ailleurs de mémoire. Depuis le lancement, il a explosé. Hein, faut le savoir, il a fait x11 déjà. Très rapidement. Et en fait, si vous êtes holder du Crest, vous allez pouvoir profiter de l'airdrop de futur Peak Network. Je peux t'envoyer le lien, bien sûr. Voilà, donc permettez-moi d'ailleurs de toucher. On va pusher l'émission sur Twitter, tant qu'à faire. Donc des airdrops et encore des airdrops. Je vous invite vraiment à suivre Peak, pour le coup. Ils n'ont pas de jetons, mais ils sont très attendus sur cette fameuse narrative Deepin. Maintenant, on va parler de restaking. C'est pas un sujet que je maîtrise à fond. Pardon, je regarde le chat. Les frais sur Osmosis et Atom, c'est quoi? Sur Osmo, il n'y a quasiment aucun frais. Sur Atom, il y en a très très peu. On peut stack sur Binance pour avoir des airdrops? Non, je pense pas. Je pense que Binance garde tout pour eux. En plus, t'es pas maître de tes fonds, donc je t'invite à tout faire toi-même. Faut détenir 2000 jetons Crest dans un portefeuille pour être éligible. Merci de la précision, Skies. Du coup, là, on va parler de restaking. Alors, qu'est-ce que c'est que le restaking? C'est le fait de pouvoir mettre à profit ces jetons pour sécuriser d'autres protocoles, d'autres écosystèmes. Le protocole qui a lancé cette affaire, c'est Eigenlayer. Pour ceux qui ne connaissent pas Eigenlayer, on a fait une analyse fondamentale sur le sujet sur Coin Academy où on vous explique ce qu'il en est. Donc, qu'est-ce que c'est que le restaking? Qu'est-ce que c'est qu'Eigenlayer? Qu'est-ce que c'est qu'EigenDA, qui est leur Data Availability Layer notamment? Il faut savoir que Eigenlayer, c'est un petit peu chiant pour aller déposer des fonds là-bas. Alors, je fais une précision tout de même. Le fait de déposer vos jetons Ether natifs ou des jetons liquides que vous avez récupérés via Lido, Rocket Pool, etc., fait que vous empilez le risque. Parce que vous avez déjà le risque, dans le cas de Lido, que Lido parte en sucette, risque qui est bas mais qui existe. Si vous utilisez Eigenlayer, vous avez aussi le risque Eigenlayer fasse de la merde. Et donc en fait, il y a des protocoles, voilà, tout ça là, Renzo, Kelp, DAO, etc., qui vous proposent de passer par eux, faire le restaking. C'est beaucoup plus pratique parce que des fois, Eigenlayer, vous avez des limitations qui font que vous ne pouvez pas déposer des fonds. En passant sur un protocole type Renzo, vous pouvez, mais vous empilez encore un risque. Voilà. Donc, je tiens à vous donner toutes les informations. Si vous êtes joueur, utilisez Renzo parce que vous augmentez votre score pour un potentiel airdrop de Renzo et d'Eigenlayer. Par contre, c'est pas sans risque. Et ça risque de partir en sucette. Moi, personnellement, je n'ai pas déposé mes fonds. Je me tâte. Mais je pense que je vais pas le faire. Trop peur de perdre mes Ethers. Tant pis si je rate quelque chose. Et j'ajouterai que j'aime le principe d'un point de vue idéologique du restaking, mais je sens que cette affaire va très mal finir. Je sens que ça va nous faire une Terra Luna tôt ou tard. Parce que quand il y a une accumulation d'actifs sur des protocoles à risque comme ça ne peut pas forcément bien finir. Je pense, hein, je veux pas porter l'œil, mais c'est ce que je pense. Ensuite, toujours dans la même lignée, tout ça, je vous les laisserai en description sur YouTube, hein, les liens pour les intéresser. Si vous voulez regarder un petit peu la concurrence de tous ces protocoles de restaking, vous pouvez
Et vous pouvez voir par exemple que KelpDAO, ils ont pas mal de jetons chez eux. Hein. On parle quand même de 140 millions de dollars. Et on peut voir l'évolution. Donc plutôt cool. Ensuite, est-ce que vous êtes prêts pour le poulet ou pas? C'est une question très simple. Est-ce que vous voulez du poulet là tout de suite, maintenant? Pas le temps de boire. Écoutez, en ce moment, c'est vrai qu'on en bouffe de la crypto et on a l'impression de faire le tour. Mais en grattant bien, merci beaucoup pour le sub, en grattant bien, on trouve toujours des trucs très intéressants. Eh bien écoutez, pour le coup, c'est pas souvent que je dis ça, mais ce tweetos, c'est un tueur. Franchement, ces tweets sont d'une qualité absolument irréprochable pour les fondamentaux. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler de son tokenomics tracker qu'il a fait maison. C'est-à-dire que c'est un document qu'il complète au fur et à mesure où il n'y a pas 10 000 informations, il y a juste ce qu'on a besoin de savoir. Donc pour le moment, il y a 31 jetons, pas plus. Et j'ai appris qu'Arbitrum n'était pas qu'un simple jeton de gouvernance, c'est aussi un gas token. Qui savait qu'Arbitrum était un gas token pour les Layer 3 d'Arbitrum? Moi, je ne le savais pas. Et déjà que je me tâtais à acheter du Arbitrum, je pense que ça va partir dans la semaine. Plein de monde le savait, moi je ne le savais pas. Donc précision pour les autres. En fait, Arbitrum va avoir ce qu'on appelle des Layer 3. C'est-à-dire que Arbitrum, le Layer 2 en tant que tel, utilise Ether pour son gaz. Par contre, les projets qui vont émettre... Je vous envoie le lien. Les projets qui vont émettre des Layer 3, un peu comme des chaînes souveraines finalement, eh bien, vont devoir utiliser l'Arbitrum pour le gaz. Donc ça fait qu'il y a quand même un peu plus d'utilité pour le jeton ARB par rapport au jeton OP d'Optimism. Également, pour aller avec ce poulet du coup, j'avais noté un trade sur Arbitrum. Il faut que je le retrouve. Pardon, j'ai pas noté le bon lien, mais il est pas loin, vous inquiétez pas. Ce sera l'occasion de passer sur son Twitter d'ailleurs. Il nous a fait un superbe trade pour nous expliquer ce qui allait se passer à court moyen terme sur Arbitrum. Permettez-moi de le retrouver. Il en tweet des choses, hein, le cousin. Voilà, on remonte tout ça. Donc Arbitrum qui va permettre de développer sa propre chaîne. C'est pour ça qu'on voit les différents produits, Arbitrum One, Arbitrum Nova, Arbitrum Orbit. Orbit, justement, c'est la boîte à outils pour créer son propre projet. Pourquoi je vous bourre la tête avec ça? Eh bien, tout simplement parce que, bon, Stylus, on en a parlé récemment, c'est le fait de pouvoir utiliser d'autres langages de programmation que Solidity pour pouvoir émettre des smart contracts. On a également plus de 50 Orbit Chain en cours de développement. Donc, du coup, des Layer 3. Ce qu'il faut bien comprendre par Layer 3, c'est que c'est en surcouche d'Arbitrum, mais ça fonctionne sur la techno Arbitrum, mais ça ne partage pas la bande passante avec les autres. Donc imaginons, oui il y aura une rediff bien sûr, imaginons que moi je veux lancer la Capet Chain pour mon jeu vidéo, je peux aller taper dans la boîte à outils d'Arbitrum et lancer ma Capet Chain et ce sera un Layer 3 du coup. Layer 3 qui héritera des propriétés techniques du Layer 2 Arbitrum, qui lui-même hérite de la sécurité du Layer 1 Ethereum. Donc plus il va y avoir d'Orbit Chain, plus l'écosystème Arbitrum va grandir, et donc plus il va y avoir de pression acheteuse sur le ARB aussi en tant que gas token. Donc je trouve ça stylé. Picsou ne viendra pas sur cette émission, il se repose. Donc moi j'avoue que là je suis assez boule personnellement sur Arbitrum. Parce qu'ils ont cette place de... Ouais, j'ai pas suivi OPStack du coup sur BNB. Mais en tout cas, aujourd'hui ils ont déjà la place de numéro 1 en termes de TVL. Mais pour moi, ils sont au-dessus sur plein de points. Parce que déjà, niveau décentralisation, c'est un petit peu mieux, même s'ils ont toujours des séquenceurs centralisés. Mais je pense que ça va se régler avec le temps. Et j'imagine que ce soit Arbitrum ou les autres, que quand on va avoir des séquenceurs en nombre, eh bien les gens qui utiliseront le jeton pourront le mettre en staking et récupérer une partie des revenus. Après, on verra. Parce que pour le moment, en fait, quel est le business model de ces projets? Et c'est pour ça que je trouve ce document hyper intéressant. Excusez-moi. C'est que, en gros, leur business model, merci beaucoup pour le sub, c'est de ne pas partager les revenus du séquenceur. C'est-à-dire que quand ils vous appliquent un frais de transaction sur Arbitrum ou Optimism ou autre, quand vous utilisez ces layers de là, vous payez un frais. Eux-mêmes, pour exécuter tout ça, copier la preuve sur Ethereum, des transactions et compagnie, ils payent un frais et en fait, ils empochent la différence. Ils ne vous rendent pas la différence. Et ils ne la rendent pas non plus à leur token holder. Mais je pense que c'est quelque chose qui va changer aussi. Donc cette narrative modulaire Ethereum devient tout de suite plus intéressante pour moi quand il y a des gas tokens comme ça. Donc qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ce document? Bon, il y a des choses qu'on sait déjà, mais je vais vous les réexpliquer. Donc par exemple, on sait que dans le cas de Polygon Matic, eh bien, le jeton Pol
vous servira à sécuriser différentes chaînes. Donc là, c'est pareil, les gens peuvent taper dans la stack technique de Polygon et mettre leur propre roll-up en surcouche de Polygon. Et les gens qui vont staker le pol vont servir en fait de validateur de blocs pour ces différentes chaînes. Donc ça va dépendre des chaînes. Donc il devrait y avoir une pression acheteuse en toute logique. On apprend pas mal de choses sur Lido, sur Rocket Pool, comment sont répartis les fonds. Moi, ce que j'avais noté, je ne savais pas par exemple. C'est vrai qu'en DeFi, vous le savez, je suis pas très bon en DeFi. Hein. AAV, eux, ils font du buyback d'AAV avec les revenus. Et ils font du burn d'AAV pour essayer de pousser vers le haut le prix du jeton. Je ne savais pas qu'il y avait du buyback and burn sur le AAV. Maintenant, je le sais. Ça, c'est bien de le préciser. NIR Protocol, on a 30% des frais de gaz qui repartent dans les poches des développeurs de smart contracts. Voilà. Si vous faites un smart contract sur NIR Protocol et qu'il est beaucoup utilisé, vous avez les revenus de votre protocole, mais vous avez aussi une partie des gaz qui vous revient dans les poches. C'est aussi le cas sur Phantom, je crois. Ce sera le cas sur Starknet et je crois que ce sera aussi le cas chez Massa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Chainlink, voilà. Donc, pour devenir un opérateur de nœud sur Chainlink, il faut 1000 jetons Link. N'importe qui peut devenir opérateur de nœud, soumettre des données et tous les gens qui vont payer en Link pour exploiter le protocole Link, en fait, vont permettre aussi de financer ces fameux opérateurs de nœud parce que si vous êtes opérateur de nœud, vous partagez des revenus avec Chainlink. Voilà. Chainlink passe 100% des revenus aux opérateurs de nœuds qui lancent des oracles décentralisés et publient des datas. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, donc précision pour ceux qui ne le savaient pas, pour devenir un validateur sur Avalanche, il faut 2000 AVAX. Et c'est nécessaire pour lancer son propre subnet sur l'écosystème. Donc là aussi, c'est créer sa propre chaîne souveraine sur Avalanche. Voilà. Dernière chose que j'avais notée... Ouais, donc sur Injective Protocol, on a un fee maker de 0,1%, un fee taker de 0,2% sur toutes les applications décentralisées de l'écosystème. Injective collecte 60% des revenus et s'en sert pour buyback et burn du Inge, donc plutôt bullish. Les 40% restants repartent dans les poches des créateurs de smart contracts. Et pour terminer, je ne savais pas non plus dans le cas de Celestia, même si c'était assez évident, le jeton Celestia sert pour les frais de transaction pour les espaces de blocs de Celestia, mais il sert aussi à émettre des nouveaux Layer 2. Donc je ne sais pas combien il en faut. Mais en tout cas, comme le principe même de Celestia, c'est qu'il y ait plein de Layer 2, bah, ça devrait créer de la pression acheteuse constante si jamais l'écosystème est conquis par les utilisateurs et les créateurs. Et vous noterez qu'il nous a fait une analyse d'Elrond. Hein. Donc si jamais Picsou m'entend, eh bien, il arrive parfois que les anglophones parlent d'Elrond, donc je tenais à le signaler quand même. Il en parle en bien, du coup il nous dit voilà, qu'à terme on fera du 1 million de transactions par seconde avec les différentes shards de l'écosystème. Il faut savoir qu'Elrond et NIR Protocol ça se ressemble un peu. Hein. Je sais qu'il ne faut pas le dire à n'importe qui, ça risquerait de le vexer, mais ça se ressemble un peu. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Si je ne savais pas, DYDX n'a que 60 validateurs pour le moment. Et donc, il y a une concurrence très féroce sur l'écosystème DYDX pour la simple et bonne raison que pour être un validateur actif, eh bien, il faut un certain nombre de jetons sur son validateur. En l'occurrence, si on prend le 60e, il a 73 800 jetons de délégués, ce qui nous fait un peu plus de 150 000 $. Donc, si tu n'as pas 150 000 $ pour être un validateur DYDX, tu ne rentres pas dans le game. Quel est l'avantage d'être un validateur sur DYDX? Eh bien tout simplement, tous les frais de gaz pour utiliser DYDX V4 repartent dans les poches des validateurs. Donc ça peut devenir intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est intéressant, en plus de l'inflation de jetons, mais c'est quand même plutôt... Yo à ceux qui arrivent dans le chat, bienvenue. Ensuite, voilà, bon bah le trade Arbitrum il était là en fait, je l'avais bien noté. Et pour terminer, voilà, j'avais noté ça, c'est qu'effectivement Alephium il continue de pousser, il nous fait une casse-pas. Pourquoi j'aime comparer Alephium à Caspa? Parce que c'est un peu un Caspa avant l'heure. Je pense que d'un point de vue performance pure, Caspa est au-dessus. Mais d'un point de vue vision, in fine, Alephium a de l'avance parce que Caspa, pour le moment, ce n'est qu'une monnaie, il ne gère pas les smart contracts. Tandis que Alephium gère les smart contracts depuis le début. Alors après, qui build dessus pour le moment? Je crois qu'il n'y a personne. Hein. Mais un jour peut-être. On me demande dans le chat avis sur Carlsen, qui est un fork de Caspa. Bah, pour le moment,
C'est juste spéculer sur le fait qu'ils arriveraient potentiellement à créer les smart contracts avant Kaspa. Comme c'est un fork, c'est la même base technique. Hein. Donc, à voir. C'est pas trop capitalisé en plus. Il y a peut-être un petit play à jouer. Faut voir. Moi, je me méfie un peu. J'aime pas leur communication. D'ailleurs, ils m'ont bloqué. Pour ceux qui se demandent, bah, ils avaient fait un tweet un petit peu trop viens acheter mon jeton. J'ai trouvé que c'était un gros red flag. Je leur ai dit juste le mot red flag. Ils m'ont bloqué. Faites ce que vous voulez de cette information. Voilà, donc c'était mes petites notes. Comme on a passé pas mal de temps en live ensemble, j'avais pas noté 10 000 trucs non plus. Mais on peut quand même aller taper dans ma petite liste des projets que je regarde, histoire de pas faire une émission de 40 minutes. On va aller dig vite fait. Quelques projets, quelques fondamentaux, qu'en pensez-vous? Zcafer, tu me demandes à chaque fois, il faudrait que je me pose dessus, ouais. Je vais regarder un peu l'écosystème DeFi, Bitcoin, vite fait. Opti The Final, je suis dessus, ouais, j'ai pas trouvé des trucs de fou, mais j'ai trouvé des trucs. Kaspa, on peut l'acheter... 419 viewers, et oui, comme je suis tout seul à live, je récupère un petit peu les viewers de Picsou, forcément. Puis c'est le rendez-vous du dimanche, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, hein. Sur Twitch, si c'est pas fait, on passe pas mal de temps en live. La semaine prochaine, je pense qu'on va être sur Big Time. On fera une émission avec Picsou aussi. Laissez-moi regarder un petit peu tous ces projets-là. Est-ce qu'on n'a pas des trucs sympas à aller dig? Déjà, petite parenthèse, je regardais tout à l'heure par curiosité Chlore et Octa. J'ai le sentiment que le marché, il est cul entre deux chaises et que ça peut être violent. Il y a pas mal de jetons où ça a un peu fondu parce que forcément ça a pété très fort juste avant. Là ça latéralise un petit peu. Mais je serais tenté de dire que ça pourrait casser violemment par le bas. Alors Picsou aura peut-être un regard un petit peu différent. Mais voilà, je pense à Chlore, je pense à Octa. Tout ce qui est computing décentralisé là. C'était des jetons qui m'intéressaient vachement. Pour le moment, méfiance. Méfiance, je dirais. Si vous avez bien mangé déjà ces derniers temps, peut-être TP un petit peu. Moi, je suis trop greedy pour le moment, je reste in, mais je suis pas serein. 0x0, je regarderai pas ce soir. Faudrait que je passe plus de temps dessus. En Web3 Gaming, il y a Overlord que j'ai bien envie de regarder. Battleright. Je vais regarder quelques projets Web3 Gaming si vous voulez bien. Mais pas que. Putain, j'en ai noté des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va regarder ça déjà. Donc, Overlord, ils sont en train de faire une pre-sale. Ok, très bien. On a des images. On a un joli logo. Enfin, on a une jolie communication. Mais est-ce qu'on a des images du jeu? Ça a pas l'air. Hein. Ça a pas l'air. Hein. On se bat. Hein. Vas-y, allez, bon. Je me casse. Battleright, est-ce qu'on a des images ou pas? Guild of Guardians, j'ai pas dig. Shrapnel, j'en pense quoi? Shrapnel, on va bosser avec eux là. Hein, et moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc, on fera des lives dessus. Je vous ferai des vidéos dessus. Je pense que le début de l'Early Access sera toute fin janvier. Et après, le jeu sera gratuit. Donc, Blade Right, est-ce qu'on a un petit trailer à regarder là? Oh, petit trailer en 4K. Je vais juste pas vous casser les oreilles, c'est pas le but. Ouais. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que les gars, ils font des trailers avec des PC à 30 €. Donc là, le jeu, il tourne tout juste en 1080p, donc c'est de la merde. C'est pour ça que c'est pas beau. Mais ça se trouve, le jeu, il est pas si moche que ça. Neoxa Network, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, c'est une blockchain en proof of work, quoi. 21 milliards de jetons. Je vais voir cette affaire. Top 1000. Ouais, il y a quand même un petit peu d'attrait pour les jetons proof of work. Je sais pas si c'est bien rentable à miner cette affaire. Ok, les Mental Rider, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, j'aime pas les jeux comme ça. J'aime pas les jeux comme ça. Ouais, ça m'intéresse pas des masses. Hein. On va dégager ça de la liste vite. Alors, on me demandait mon avis sur monolithique versus modulaire. Eh bien, je vais te répondre. Je pense que c'est une excellente question. Comprendre l'évolution de la blockchain monolithique à la blockchain modulaire. Mon rang sur Valo, bah, ça fait un moment que j'ai pas joué, mais je dois être diamant 2, un truc comme ça. Bref. Alors, le modulaire, c'est ce que cherche à faire Ethereum, Celestia, l'écosystème Cosmos d'une certaine façon.
L'idée, c'est de compartimenter les usages en fonction des besoins et se spécialiser. Par exemple, Ethereum va se spécialiser dans la décentralisation et la sécurité des données, là où ces rollups vont se spécialiser dans l'exécution des opérations, comme des transactions, des smart contracts, etc. Voilà. Pourquoi Ethereum a choisi cette vision-là? Eh bien, tout simplement parce qu'ils partent du principe que ce sera plus élégant comme ça, pour pouvoir avoir de la performance et permettre à plein de développeurs d'avancer rapidement, de forker, de pusher du code, etc. Alors que s'ils étaient restés dans une logique monolithique comme ils avaient prévu dès le départ avec du sharding, eh bien il y avait un risque qu'au niveau des shards, il y ait des problèmes et que ces problèmes remontent jusqu'au layer 1 principal Ethereum. Donc ils n'ont pas voulu de ça. Voilà, lien, le voici. Caps, on me demande Caps va se spécialiser dans quoi? Caps, ils vont devenir un layer 2 d'Ethereum, donc ils pensent modulaire. Hein. Monolithique versus modulaire. Je vais vous retrouver un tweet, 2 secondes. Je vais pas leak mes DM, mais il faut que je récupère le tweet dans mes DM. Alors 2 secondes. Xou qui avait envoyé ça en DM. Ça va très bien coller avec ce que je suis en train d'expliquer, vous allez voir. Les AP ou quoi? Ah, je l'ai. Le voilà. Donc maintenant on va parler du monolithique et de la vision de Solana. Alors vous allez me dire, ah il nous casse encore les couilles avec Solana. Non mais en fait c'est que l'exemple il est parfait. On va traduire. Solana nécessitera-t-il un jour des solutions de type Layer 2? Rien n'empêche les développeurs de créer des Layer 2 sur Solana. Cependant l'objectif de Solana est de synchroniser une machine à état atomique global, aussi rapidement que le permettent les lois de la physique. Dans cet état final, tout Validium de Layer 2, Sidechain, ZK, etc. sont des environnements d'exécution externes qui ne peuvent pas assurer la composition atomique avec le reste de l'état de la couche 1. Bref, je vais pas lire le reste. Tout ça pour dire que la vision de Solana, c'est que tout se passe au sein de Solana, tout le monde a le même état. C'est-à-dire que n'importe quel smart contract a l'accès aux mêmes liquidités, aux mêmes données, aux mêmes choses, peu importe le smart contract dans l'écosystème Solana. Dans une logique type modulaire, eh bien forcément, Arbitrum va avoir ses liquidités, Optimism va avoir d'autres liquidités, Base d'autres liquidités, zkSync, etc. Il y a une fragmentation des liquidités, il y a une fragmentation des données. Et c'est ça qui fait que les visions sont différentes. Et c'est ça qui fait que moi, personnellement, en tant qu'investisseur, je n'ai pas à choisir. Je mise aussi bien sur le modulaire que sur le monolithique. Mais en tant qu'utilisateur, là, c'est difficile. Si je devais en choisir un entre les deux, moi, je suis plutôt team monolithique que team modulaire. Parce que il y aura toujours des problèmes inhérents au fait que tout n'est pas au même endroit. Je parle en termes d'utilisation, hein, d'un point de vue utilisateur. Par contre, d'un point de vue ingénieur, il y en a qui te diront, oui, mais le problème, c'est que vouloir faire une machine qui fait tout, donc une machine monolithique, ça fait une machine à gaz, c'est pas optimal. Donc en fait, les deux points s'entendent, je dirais. On me dit dans le chat, ça sert à rien d'utiliser la blockchain si c'est pas décentralisé. Qui n'est pas décentralisé? Solana n'est pas décentralisé? Ou Solana n'est pas assez décentralisé? Parce que c'est ça le débat en fait. Le débat c'est à quel point on veut que ce soit décentralisé et pour faire quoi? Parce qu'à ce moment-là, tu veux la décentralisation, c'est pas sur Ethereum que ça se passe, c'est sur Bitcoin, tu vois. Sur Ethereum, bah, ceux qui sont pétés d'Ether, ils ont forcément plus de pouvoir et ça peut devenir un problème à terme. Mais dire que Solana c'est une base de données centralisée, franchement, y a quand même un sacré paquet de validateurs sur le réseau. T'as quand même une sacrée répartition des jetons aussi aujourd'hui. On peut pas dire ça. Dire que Solana est plus centralisé qu'Ethereum, c'est vrai. Dire que Solana est complètement centralisé, c'est faux. Voilà, c'est tout. Hein. C'est un spectre. Donc après, c'est ton niveau de volonté en termes de décentralisation. Après, c'est ton avis, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pour moi, c'est faux. Et ça, c'est mon avis. Voilà, donc pour revenir dans cette histoire de monolithique modulaire, on a Celestia qui cherche à être encore plus modulaire qu'Ethereum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ethereum, tu stockes des données, mais tu peux aussi exécuter des smart contracts. Il y a plein de smart contracts qui sont hébergés sur Ethereum et qui ne le sont pas forcément sur ces Layer 2. Là où Celestia, en fait, Celestia, il n'y a pas de smart contract dessus. Celestia va ne servir qu'à héberger des rollups. Je sais pas si j'ai un schéma de ça d'ailleurs. Le principe même de la blockchain, c'est de pouvoir tracer des données dans le temps. C'est tout. Hein. Après, la décentralisation, c'est un spectre. C'est le principe de Bitcoin. Qu'est-ce que je veux dire? Donc Celestia, c'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, donc
Celestia gère le consensus et le stockage des données. En surcouche de Celestia, il y a ce qu'ils appellent les execution layers, donc les roll-up. Et sur les roll-up, en surcouche, on a les smart contracts, tout simplement. C'est ce qu'il y a à comprendre. Donc, ça fait sens. Ça fait sens. Et on verra les limites de cette pensée-là dans le futur. Parce que pour le moment, on spécule. Hein. On part du principe que c'est bien, que ça va dans le sens de la décentralisation, que c'est optimisé pour les performances. Mais maintenant, nous verrons la finalité de tout ça. Parce que l'idéologie, c'est bien, mais ça fait pas tout. Hein. La preuve, Atom, tout le monde kiffe Atom, mais le jeton bouge pas trop. Heureusement qu'il y a les airdrops pour nous faire manger, parce que justement, l'idéologie, ça ne fait pas toujours tout. Et qu'aujourd'hui, Atom n'a pas un rôle assez central. Je parle du jeton Atom. Je parle pas de la technologie, je parle du jeton Atom. Le jeton Atom n'a pas un rôle assez central dans l'écosystème pour créer la pression acheteuse nécessaire pour nous, les spéculateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, qui utilise une marketplace de NFT où tu payes en Atom? Qui utilise des smart contracts où l'exécution se fait avec du jeton Atom? En gros, qui utilise Atom en guise de gas token? La DeFi sur Atom, elle se fait sur Osmo. Le DEX d'Osmo, tu payes soit rien, excusez-moi, en Osmo. Donc tout ça pour vous dire, l'idéologie c'est bien, mais ça fait pas tout. Et quand t'investis pour gagner de l'argent, t'es pas marié avec le jeton. Donc pour le moment, ce qui marche jusqu'à preuve du contraire, ce sont les gas tokens. Et Bitcoin fait partie des gas tokens, parce que pour faire une transaction sur Bitcoin, tu dois payer les frais en Bitcoin. Voilà. C'est juste que, attendez, avant de prendre mes propos et dire « Mais non, il n'y a pas de smart contract, donc il n'y a pas de gas sur Bitcoin », c'est vrai. Du coup, Bitcoin n'est pas un gas token. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous l'avez compris, Bitcoin sert à payer les frais de transaction. Je vais regarder le chat. Bref, au final, quand on voit ce petit top 100, on voit que des world computers, il y en a plein. Hein. C'est quasiment que ça, en fait, hein, si tu regardes bien. C'est des world computers. Allez, je fais encore une passe. Tout ça, c'est du world computer. Regardez les Land Cross the Edges, pas du tout. C'est Network, vous avez un avis. Pareil, hein, c'est un concurrent de Solana. Il se place comme un concurrent de Solana. Pour le moment, il y a très peu de choses qui sont build dessus. Donc, on spécule sur le fait que ça va être un concurrent solide de Solana. Mais l'avenir nous dira si c'est vrai ou pas. Et ce marché, c'est que ça. Hein, c'est que de la spéculation. T'as même pas besoin de délivrer un produit pour que les gens ils achètent ton truc. Hein. Cardano en est la preuve. Hein. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a des trucs sur Cardano, oui. Il y a des layers 2, il y a beaucoup de staking, il y a un superbe consensus sur Ouroboros, mais d'un point de vue applicatif, personne n'utilise Cardano. Et pourtant, beaucoup spéculent sur Cardano. Beaucoup. Donc c'est ça ce marché. Hein. Tu peux nous expliquer c'est quoi réellement les Real World Assets? Ouais, si tu veux. Les Real World Assets, on va prendre DAI-Stat. Donc, le DAI, c'est un stablecoin qui est émis par une banque centrale décentralisée qui s'appelle Maker. MakerDAO. Donc, MakerDAO, c'est une banque centrale qui a comme business model justement de faire travailler l'argent et de faire croquer le rendement de cette banque centrale à ses token holders de Maker. Et d'ailleurs, quand on retourne dans le document que je vous ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire Tokenomics Tracker, il y a Maker, donc je vous propose de regarder ça ensemble tout de suite. Voilà. Le jeton sert à la gouvernance, mais il sert aussi de token utilitaire. Donc, Maker a ajouté dans sa petite soupe les Real World Assets, justement, ce qui a permis de faire s'intéresser à Maker de nombreux acteurs de la finance traditionnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit plus à droite? Il nous dit que les revenus générés viennent des stability fees, ça je j'avoue ne pas savoir ce que c'est, les pénalités de liquidation, voilà, des fois tu peux te faire liquider et si tu te fais liquider, eh bien tu as une partie de l'argent que tu perds de cette liquidation qui part dans les poches des autres utilisateurs. Des frais de trading liés au DAI et au Maker. Tout cet argent revient dans les poches des token holders de Maker. Pour en revenir du coup sur les Real World Assets, eh bien en fait aujourd'hui ce qu'ils font Maker, c'est que ils font des investissements dans des produits du monde réel, comme des bons du trésor américain qui génèrent du rendement, et ce rendement repart dans les poches des investisseurs. Je te donne un exemple. Le bon du trésor américain, en fait, tu paries sur le fait que les États-Unis d'Amérique ne vont pas faire faillite. Voilà, en gros, hein, tout simplement. Et ces bons du trésor te permettent d'avoir un rendement de l'ordre de, je crois, 4 ou 5% annuel, quelque chose comme ça. Donc en fait, imaginons qu'ils investissent 1 milliard de dollars sur des bons du trésor américain et qu'ils prennent 5% à l'année. 5% d'un milliard, ça fait 50 millions de dollars. Et bien les 50 millions de dollars vont ruisseler dans les poches des token holders de Maker.
Donc, je prends les bons du trésor américain parce que ça me parle. Mais tu vois, dans la vraie vie, il y a plein de trucs qui font du rendement. Tu as l'immobilier, par exemple. Tu pourrais très bien dire, voilà, Maker investit sur de l'immobilier. Tu as un actif immobilier qui fait un rendement de X% à l'année. Bah, pareil, ça repart dans les poches des utilisateurs. Ou, je sais pas moi, investir sur des entreprises. Ces entreprises, elles génèrent du cash et récupèrent une partie de ce cash. Des matières agricoles, genre un terrain agricole, tu fais pousser... je sais pas quels fruits ou légumes, pareil, ben, tu peux générer du rendement. Bref, tu as compris la logique. Donc, quand on parle de Real World Asset, on parle d'actifs de la vraie vie et c'est ça la logique. Ensuite, on me demande d'expliquer DePIN. Bah, DePIN, c'est infrastructure décentralisée. Ce serait bien qu'on ait un article dédié à ce sujet-là. Mais là, c'est la même chose. C'est infrastructure décentralisée. Ça peut être tout type d'infrastructure. Donc, je vais prendre des exemples. Filecoin, c'est du stockage. Donc, en fait, tu as des gens qui mettent à disposition leur disque dur, leur SSD, leur carte mémoire, tout ce que tu veux, tout ce qui stocke de l'information. Ils le mettent à disposition d'un réseau et ils sont payés par ce réseau en jetons. Et les gens qui veulent exploiter l'espace non utilisé de ces disques durs, etc., vont payer en jetons Filecoin. Donc moi, je pourrais très bien dire, voilà, tu vois, je prends mon PC là, il me reste 700 gigas de libre à peu près, et ben je dis, je donne 600 gigas au réseau Filecoin, et je touche une rente progressive parce qu'il y a des gens qui vont utiliser cet espace, etc. Voilà. Donc là, c'est pour le stockage. Dans le cas de Render, bah, ça va être pour faire des rendus vidéo, de la modélisation 3D, des images photoréalistes, etc. Donc là, c'est pareil, ils mettent à disposition un réseau de cartes graphiques pour ça. Helium, ils mettent à disposition un réseau mobile, tu vois, où en fait, n'importe qui peut acheter un émetteur Helium, le poser chez lui. Plus il y a des gens qui émettent avec cet émetteur Helium, plus le réseau est grand et ça permet de faire un réseau alternatif. C'est-à-dire que moi, par exemple, là tout de suite, je stream, j'ai une connexion Internet. Eh bien, je pourrais dire que cette connexion Internet, elle m'appartient. Je peux relouer cette connexion Internet à quelqu'un d'autre, faire un réseau parallèle. Je ne sais pas à quel point c'est légal de le faire d'ailleurs. J'avoue que dans le cas d'Helium, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais bon, bref. Et du coup, les gens peuvent exploiter leur réseau Helium et ils payent en Helium, je crois. IOTA n'a rien à foutre ici. Akash, bah, c'est mettre à disposition un parc de processeurs et de cartes graphiques pour des gens qui veulent héberger justement des applications décentralisées. Parce que souvent on dit applications décentralisées, mais en fait ça tourne sur un serveur centralisé, le front, etc. Là, le but c'est si tu veux faire un truc vraiment décentralisé de A à Z, bah, tu vas te tourner vers des serveurs. Et en l'occurrence, Akash permet d'avoir un parc de serveurs décentralisé. Donc tu pourrais très bien te dire, je fais un jeu vidéo. Et je veux que le jeu vidéo soit le plus décentralisé possible. Donc je fais un jeton de gouvernance, les serveurs ils sont sur des serveurs décentralisés, le DNS c'est géré par la communauté pour le site internet. Bref, tu peux vraiment pousser la décentralisation à outrance. Arweave, c'est du stockage de données, comme Filecoin. Yotex, c'est proposer une couche blockchain pour l'internet des objets. Ça, on l'a couvert dans un article de Coin Academy d'ailleurs. Donc moi, j'avoue, j'y connais pas grand-chose en internet des objets. Vous pouvez regarder. Plateforme Iotex. Ouais, donc eux, ils mettent à disposition une blockchain, des outils, un middleware, et les gens se servent. Holo, ça ne... je sais même pas ce que ça fout là. Chia, pareil. Pocket Network, on en a parlé avec l'infréquentable, c'est mettre à disposition des RPC, un réseau de RPC décentralisé. Donc le RPC, si tu veux, c'est un serveur qui fait l'interface entre un utilisateur et une blockchain. C'est-à-dire, par exemple, si je veux interroger la blockchain Ethereum ou interagir avec la blockchain Ethereum, tu vas me dire, oui, je le fais avec un wallet. Mais en fait, ton wallet, il est connecté à un serveur à RPC. Et donc, quand tu cliques sur un bouton sur ton wallet, ce qui se passe, c'est que ton wallet, il va faire une requête sur un serveur RPC. Le serveur RPC va faire une requête directement sur la blockchain Ethereum. Chia, en fait, le problème, c'est que je crois que personne s'en sert pour stocker des données. C'est juste un consensus, c'est un proof of concept. J'ai l'impression que c'est juste une monnaie et un proof of concept. Mais que personne n'utilise ça pour stocker des données. Tu vois, parce que là, on te dit de farmer, donc de gagner de l'argent. Mais qui utilise Chia pour stocker des données? Personne à ma connaissance. Pour ça, j'ai un peu de mal avec ce concept-là. Océan, je sais pas trop pourquoi c'est là. Golem, c'est du computing décentralisé. LivePeer, c'est du transcoding décentralisé. Donc, je l'explique souvent, mais tu vois, là, par exemple, je vais sur le live de Asher. Vous voyez, sur le live de Asher, j'ai plusieurs qualités. Lui, quand il lance son live, il envoie de la 1080p.
Donc qui crée ces résolutions vidéo? Eh bien ce sont les serveurs de transcoding de Twitch, qui sont d'ailleurs des serveurs Amazon. Eh bien ce que propose LivePeer, c'est si moi je veux créer un concurrent de Twitch, eh bien je peux exploiter le parc de cartes graphiques hébergées sur LivePeer pour transcoder. Oui, je connais Alephium et Flux, bien sûr. Après, Shadow, je crois que c'est pour du stockage. Flux, ils font plein de choses. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour les débuts. Et bah écoutez les potes, moi je vous avoue qu'exceptionnellement, je suis pas mal fatigué. Donc on va se faire une petite émission d'1 heure, c'est très bien ainsi. On se refera une émission dans la semaine de toute façon. Comme ça, on a une rediff cool. Je vous laisse encore une fois et ma chaîne YouTube pour les intéressés et la chaîne de Coin Academy. On continue une vidéo par jour. Voilà, il y aura la rediffusion d'ailleurs de cette émission que je vous invite à liker, à commenter, à partager à tous vos potes. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye tout le monde.